Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session d'après-midi qui va être passionnante parce que plusieurs équipes vont venir nous expliquer comment elles agissent au quotidien pour le confort de l'enfant, pour respecter ses droits. Et nous aurons des témoignages d'équipe et nous aurons aussi des paroles d'experts. Donc ce sera vraiment magnifique. Alors, avec Céline, on est ravis de modérer cette session. Je suis Elisabeth Fournier-Charrière, pédiatre spécialiste de la douleur. J'ai fait ma carrière à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et puis à Pédiadol. Et donc, on est ravis de cette journée. Et bonjour à tous, donc Céline Guillot, infirmière puéricultrice, cadre supérieur de santé. Je travaille actuellement sur le CHU de Lille, mais j'ai eu la chance de travailler très longtemps à l'assistance publique aux côtés de cette magnifique équipe de Centre de la douleur de Trousseau, proche de Pédiadol et de Speradra. Et c'est pour ça que j'ai la chance de modérer cette session avec Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse finir de vous installer. J'espère que vous avez bien mangé. Vous avez bien mangé? Un peu plus fort? Oui. Belle énergie, j'aime beaucoup ça, bravo. On dirait presque des Bretons. C'est pas mal. J'ai vu quelques mains qui se lèvent, on se reconnaît entre nous. Hein. Alors moi, je suis très contente qu'on m'ait invitée aujourd'hui à venir faire ce jeu. D'autant plus parce que devant moi, j'ai un grand public de pédiatrie, donc j'ai beaucoup de joueurs et de joueuses. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Donc moi, on m'a présenté, je viens de Rennes, je travaille dans un centre hospitalier universitaire, sauf qu'en fait, moi, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas d'où vous venez. J'aimerais bien vous demander, ceux qui viennent d'un CHU comme moi, de vous lever, de vous mettre debout pour que je vois qui vous êtes. Ok, nous avons donc une vague de CHU. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des personnes qui travaillent en clinique? Quelques-unes. Ok. Est-ce qu'on a du monde qui travaille en HAD? Ah, un petit peu. Ouais. Est-ce qu'on a des personnes qui sont en université ou en institut de formation? Ah, j'en vois aussi quelques-uns là-bas. Abdel, je te reconnais. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont d'associations? J'en vois là aussi. Est-ce qu'il y a des personnes... D'où est-ce qu'ils pourraient venir? CHG, est-ce qu'il y en a? Ah, il y en a aussi, très bien. Est-ce que j'oublie des personnes? PMI. Libéral. Les libéraux, bien sûr. Les libéraux, vous êtes là? Bravo, bravo. Alors, moi, ce que j'aime bien avec les congrès, c'est que les congrès, c'est l'occasion déjà d'apprendre plein de choses. Moi, je trouve que c'est toujours magique et on en ressort toujours avec des étoiles plein les yeux et puis plein de nouvelles informations dans la tête. C'est aussi l'occasion de faire connaissance, de découvrir de nouvelles personnes, de se faire du réseau. Moi, tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire un selfie avec Daniel Hennequin. J'étais super contente. Waouh. Voilà. Attention Françoise. On a tous nos idoles. Et du coup, moi, ce que je vous propose, là, c'est de faire un peu plus connaissance. Et pour ça, je voudrais faire le jeu... c'est le jeu de la carte surprise, la carte mystère. Il y en a qui le connaissent? Non? Alors en fait, je vais demander à Elisabeth et à Céline de tirer une carte et de répondre à cette carte. Elisabeth? Merci. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur cette carte? Alors, je dois regarder. Le dernier événement qui m'a rendue heureuse. Tout un programme. Bon, évidemment, je pourrais dire d'être là, mais c'est pas très original. Alors, hier, j'écoutais les oiseaux et je me demandais quel oiseau j'entendais. Et grâce à une appli que je vous recommande, eh bien, j'ai pu voir que les petits cris qu'on entend tout le temps, ça, c'est des moineaux. Et puis, il y a une deuxième sorte et dont j'ai pu apprendre le nom qui s'appelle accenteur mouché. Donc, la différence, c'est qu'ils ont un bec très fin au lieu d'avoir les gros becs des moineaux, mais sinon, ils se ressemblent. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, si on voulait aller un petit peu plus loin, ils ont quelle couleur?
Ben, ils sont gris et bruns, comme les moineaux que tu vois partout. Ouais. Voilà, ça ressemble. Le ventre est gris, ils sont un peu plus fins. D'accord. Ils sont gros, ils sont petits? Non, c'est des petits oiseaux, tu vois, des tout petits oiseaux. D'accord. Et quand ils bougent, ils déploient leurs ailes, ils font comment? C'est des petits mouvements? Alors, ils s'envolent, mais ils peuvent aussi sautiller par terre. D'accord. Ce qui est chouette, c'est que là, Elisabeth, vous le voyez l'oiseau, vous, ou pas? Ça, c'est assez extraordinaire. Hein. Ça vous parle le VACOG, hein, cette technique de distraction, où en fait, d'un souvenir, d'une histoire, on peut tous voir cet oiseau. Et ça, c'est une technique de distraction qui est assez extraordinaire. Merci beaucoup. Céline? Je vois Barbara. Le meilleur conseil que j'ai reçu. Alors, je vais en donner 2. Le premier, il est personnel, c'est reste toi-même. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, authentique, investi, créative et motivée. Mais quand même, là, on est dans un congrès professionnel. Alors, du coup, je vais vous donner un conseil que j'ai beaucoup reçu et que j'ai beaucoup transmis. C'est quoi que tu fasses dans ta journée, quand tu es infirmière ou soignant, quel qu'il soit, trace toujours ce que tu fais. Valorise ton travail par l'écrit. C'est très important. Merci beaucoup, Céline. C'est intéressant parce que... Je crois qu'on peut t'applaudir. Et ces valeurs dont tu nous parles, les valeurs de sincérité, de franchise, et aussi cette fait d'être rigoureux, je crois, je pense on est nombreux à se reconnaître là-dedans. Donc ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'on a beaucoup de points communs. Alors je vais vous proposer maintenant de jouer à votre tour. Sauf que comme on est très très nombreux, parce que je vous rappelle qu'on est quand même 500 dans la salle, je vous propose d'utiliser l'outil de la main du silence. Vous connaissez ? Je vous raconte alors. Je raconte alors. Alors la main du silence, quand vous avez du monde comme ça en face de vous et que vous faites travailler les gens, parler les personnes entre elles, si moi d'un coup j'ai besoin de silence, je vais lever la main. Et d'un coup, vous allez tous lever la main en même temps que moi. Et lorsque vous voyez que votre voisin a la main levée, ça veut dire qu'on fait le silence. Ça vous va ? Parfait. Alors, moi, j'ai une carte aussi, la dernière. Et ma carte à moi, dessus, c'est écrit « Mon prochain challenge ». Je crois que mon prochain challenge, c'est de vous convaincre de noter vos transmissions écrites. Oh ! Quelle transition! Oh ! Et maintenant, je vous propose, vous aussi, de jouer. Ce qui est bien, c'est que sous vos sièges, vous avez tous une carte. Je vous propose de la découvrir et de faire connaissance avec votre voisin et votre voisine. Allez-y! Bravo. Alors, comment est-ce que vous vous sentez maintenant ? Très bien. On a entendu des personnes rire. J'ai vu qu'en tout cas, ça parlait beaucoup entre vous. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux faire connaissance avec votre voisin, votre voisine. Et maintenant que vous avez pu déjà mieux vous connaître, je sais que vous êtes très joueur en pédiatrie. Et du coup, il va me falloir des volontaires. 7 volontaires pour venir avec moi sur scène. Allez-y. Allez, debout, vas-y, viens. Parfait. Bravo, on a la première. Comment tu t'appelles ? Héloïse, bienvenue. Bravo Héloïse. Qui rejoint Héloïse ? Il en reste 6. Allez, venez. Bravo, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Alors, tu t'appelles ? Juliane. Bonjour Juliane, merci d'être venue. Marie, merci Marie d'être ici. Thibaut, merci Thibaut d'être là. Oh, nous avons presque l'équipe au complet. Pauline, merci Pauline. Et plus qu'une. Isabelle, formidable. Combien êtes-vous ? 3. Oh. Et encore la dernière personne qui descend. Bravo, je la vois. Et voilà, merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort.
Tu t'appelles Charline. Merci Charline. Eh bien, merci à vous 7 d'être venus sur scène. Parce que moi, j'ai envie de vous dire chapeau, parce qu'il y a quand même 500 personnes ici, 12 000 en replay. Rassurez-vous. Donc, je vous proposais de jouer un jeu que vous avez peut-être déjà fait. Ça s'appelle Radio Transcouloir. Vous n'avez jamais joué à ça ? On va découvrir. Alors, ce qui est chouette, c'est que moi, je vais vous faire des transmissions. Et en fait, vous allez vous faire les transmissions les uns les autres. Facile. On va juste rajouter un petit truc. C'est qu'on va vous faire sortir. Et que vous allez rentrer au fur et à mesure. Ça vous va ? Eh bien, c'est parti. Donc, il y en a un qui reste avec moi. Ouais. Ça va, Juliane ? Oui. Donc, vous sortez. Il faut que vous soyez bien isolés du bruit pour ne pas nous entendre, bien sûr. Merci. On savait que Bénédicte allait pouvoir être la voix de la raison. C'est formidable. Alors, c'est quoi ton métier ? Excuse-moi, je te donne le micro. Non, je suis puéricultrice. Tu es infirmière puéricultrice. Très bien. Donc, du coup, tu es habituée à faire des transmissions ? Oui. Ok. Donc là, je vais faire un texte complètement improvisé. Ok. D'accord ? Ouais. Ils nous entendent pas à côté. Les Bretons sont les meilleurs. Voilà, vous nous entendez, c'est bien. Alors, donc je te fais des transmissions. Les parents de Camille ont sonné à 11h. Ils se sont inquiétés parce qu'ils se plaignaient de maux de tête et disaient avoir une sensation de brûlure et de picotement au niveau de son moignon. Il a évalué sa douleur à 8 sur 10 à l'EN. Je lui ai administré 500 mg de paracétamol. À midi, sa douleur était descendue à 6 sur 10. Mais il a refusé de se lever pour manger. Ces douleurs pourraient être neuropathiques. Il faudrait voir avec le médecin pour adapter la prise en charge. Génial. Bénédicte, est-ce que vous pouvez aller chercher du coup une personne. Donc Juliane, ton prénom. Juliane. Alors Juliane va pouvoir te faire les transmissions. Est-ce que tu peux te mettre face au public ? Tu sais, sur scène, on aime bien ces petits codes scéniques, tout ça. Rappelle-moi ton prénom. Thibaut. Alors Thibaut, mets-toi à côté de ta collègue. Et je te laisse lui faire les transmissions. J'ai déjà tout oublié. Oui, non, pas le droit de... Je viens. D'habitude, on n'est pas seul. Il y a l'auxiliaire de puériculture, on a des étudiantes. Donc, le petit patient sonnait, enfin ses parents sonnaient vers 11h pour qu'il se plaignait d'une douleur avec des brûlures et des picotements au niveau du moignon. Donc, la collègue lui a administré du paracétamol à ce moment-là. Et donc, vers midi, il me semble, un peu plus tard, à l'heure de la réévaluation, la douleur était à plus qu'à 6, mais on se posait quand même des questions autour d'une douleur neuropathique, et du coup, de voir avec le médecin. Voilà. Bravo! C'est comment, non? C'est le problème. Donc, personne suivante. Tu peux t'asseoir si tu as envie. Hein. Tu as une chaise à gauche. Alors, j'espère que tu as une bonne mémoire, ça va être un peu compliqué. Nous avons un enfant qui a sonné à 11h, qui n'a pas de nom. Et a priori, il a aussi un moignon. Et le problème vient de là, c'est-à-dire qu'il aurait sonné à 11h, disant qu'il avait mal. Au moignon, a priori. La douleur étant insupportable, notre cher collègue qui a oublié le prénom de l'enfant au moignon a donc décidé de lui donner un antalgique, un paracétamol,
Et comme, même si elle n'a pas de mémoire, c'est quand même une bonne infirmière, elle est allée 1 heure après revoir cet enfant, qui n'a peut-être pas de bras, pour voir s'il avait toujours mal. Et en l'occurrence, il avait moins mal, une EVA à 6, mais là, cette infirmière qui n'a pas de mémoire s'est demandé s'il n'y avait pas une douleur neuroleptique. Voilà. Bravo! Passe par là si tu veux. Voilà, tu fais de ton mieux. Bravo! Alors rapproche-toi, ta collègue va te faire tes transmissions du coup. Alors, il y a un patient qui s'appelle enfin on ne sait pas son prénom. Il a sonné à 11h. Il a un moignon. Il a probablement mal à son moignon. Du coup, tu y es allé. Et tu lui as donné un paracétamol. Après, tu t'es posé la question 1 heure après de savoir s'il avait moins mal. Il avait une EVA à 6. J'hésitais entre 6 et 8, j'allais dire 7 du coup, mais bon, 6. Et du coup, tu t'es dit, bah, c'est peut-être une douleur neuroleptique. Bravo! Voilà. Ça va? Ah oui, pas du tout l'impression. Alors tu peux te rapprocher de ta collègue qui du coup va te faire des transmissions. Donc on a pris en charge un patient dont on ne se rappelle plus le prénom, qu'on a vu a priori à 11h, qui a un moignon, qui a mal à ce moignon. On lui a donné un paracétamol et on est allé recontrôler 1 heure après. Et a priori, ce serait une douleur neurologique, c'est ça qu'elle a dit? Neurologique, parce que je me souviens en tout cas. Voilà, je réfléchis. Non, je crois que c'est tout ce que je me souviens. Eh bien, bravo! Alors, tu te mets à côté de ta collègue qui va te faire des transmissions. Du coup, on prend en charge un patient, on ne sait pas comment il s'appelle, qui vient pour une douleur au niveau d'un moignon. On lui a donné un paracétamol à 11h. On a réévalué la douleur et il a une douleur on ne sait pas trop quoi, neurologique. Ça marche. Attendez, vous pouvez pas parler. Salut. Alors, tu es à côté de ta collègue qui va te faire du coup des transmissions. Salut. Donc on prend en charge un patient dont on ne connaît pas le nom. Il a 11 ans. Il a... C'était pas ça? Je me souviens plus. Je crois il a mal, il a une douleur à son moignon de type neuro quelque chose. Neuro, on sait pas quoi. Et on lui a donné du paracétamol. Ok. Merci. Alors, tu peux rester debout à côté de moi si tu veux. Okay. Donc, toi, tu es la dernière personne à passer. Et du coup, tu vas pouvoir faire tes transmissions à tes quelques collègues qui sont ici. Okay. Bonjour. Donc, on prend en charge un patient dont on ne connaît pas le nom, qui a 11 ans, qui a des douleurs de type neuro quelque chose, à son moignon, on ne sait pas où il est, et on lui a donné du paracétamol. Voilà. Bravo!
Je vais regarder le micro. Ça vous fait comment, ce jeu-là? C'est drôle. Est-ce que vous voulez avoir les transmissions originales? Oui. Bon, bah, je vous les fais. Et est-ce que vous, déjà, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont été perdues? Ou un brin déformé? Un petit peu modifié? Alors, donc, le petit garçon qui s'appelait Camille. Donc, les parents de Camille ont sonné à 11h. Ok, d'accord. On ne connaît pas son âge, volontairement. Ils se sont inquiétés parce qu'il se plaignait de maux de tête. Et disait avoir une sensation de brûlure et de picotement au niveau de son moignon. Il a évalué sa douleur à 8/10 à l'EN et je lui ai administré 500 mg de paracétamol. À midi, sa douleur était descendue à 6/10, mais il a refusé de se lever pour manger. Cette douleur pourrait être neuropathique. Il faudrait voir avec le médecin pour adapter la prise en charge. Alors, quand vous faites ce jeu-là, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, vis-à-vis de la traçabilité des transmissions? Ça évoque la perte d'informations. Donc, tracer les transmissions, ça sert à quoi? À maintenir les informations? Ne pas oublier. Ne pas oublier. Quoi d'autre? Ça permet d'avoir un suivi des traitements, c'est médico-légal, Ouais. et puis ça permet une prise en charge optimale. Prise en charge optimale, super. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voyez spontanément là? La fiabilité aussi des informations. La fiabilité des informations. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont transformées alors qu'à l'écrit, on a le... On est factuel. C'est factuel. Voilà. Ok, super. Et puis aussi, ça permet de retenir la précision des informations parce que parfois un collègue qui va lire les transmissions va avoir un regard et va retenir certains éléments en particulier, alors qu'un autre collègue qui va lire les mêmes transmissions va voir d'autres éléments que le premier collègue n'aura pas forcément vus. Et si ça passe juste par la répétition orale, ce sera perdu, ça. Enfin, donc voilà. Ah, bravo. Alors, est-ce qu'on peut mettre le diapo sur le grand écran? Donc, en effet, quand on se demande pourquoi nos télétransmissions, c'est tous les éléments que vous avez cités. C'est vrai que c'est de parler le même langage. Ça peut être consulté à tout moment par tout le monde. On peut comparer les évaluations également, orienter le traitement. C'est un gain de chance pour la personne, comme vous l'avez dit, puis c'est aussi un gain de temps pour le professionnel. Ça valorise les compétences. Quand tu parles de médico-légal, c'est aussi tracer ce qui a été fait, c'est valoriser notre travail. Et puis tout ça, ça va converger vers une meilleure prise en soin. Donc nous, on aime bien cette phrase-là, je fais, je trace et je réévalue. Au CHU de Rennes, on a mis en place ce qu'on appelle des minutes CLUD. Donc ce sont des petites vidéos qui sont courtes. L'idée, c'est d'avoir une vidéo sur une thématique à chaque fois. Là, on en a plusieurs de sorties. On en a sur le néphopam en comprimé, on en a sur la codéine et le tramadol sur ordonnance sécurisée. Et puis on en a fait une sur pourquoi tracer la douleur même lorsqu'elle est égale à 0. Et du coup, on s'est dit que pour faire un lien avec les transmissions, ça pouvait être intéressant de vous la montrer. Donc, je vous la partage ici. Pourquoi est-ce qu'on trace la douleur même quand elle est égale à 0? Tracer une douleur à 0, c'est pas juste pour remplir des cases, c'est pour assurer une continuité des soins. C'est aussi important de savoir si le patient était douloureux que s'il ne l'était pas. Parce que c'est notre job d'assurer un suivi complet et aussi professionnel. Et si on note pas tout, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est aussi prouver que les traitements marchent. On n'est pas magicien, mais un 5 qui devient 0, faut le noter. Parce qu'en fait, c'est un élément qu'on vérifie auprès du malade. Donc ça fait partie, ça fait partie des indicateurs qualité
dans le cadre de la certification HAS. Et 2, quand on pose une question à un patient, on le trace dans un dossier. En fait, c'est aussi simple que ça, que ce soit égal à 0 ou égal à 10. Parce que devant un juge, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait. Donc, pour pouvoir prouver la qualité des soins et la correcte prise en charge du patient, il faut tout noter, même le 0. Même si ça fait 0, le travail est bien fait, ça montre qu'on est une vraie professionnelle. Quand je n'ai pas mal et que c'est noté sur mon dossier, je suis rassurée sur mon suivi. Même quand ça va, on s'occupe de moi. C'est comme une température, c'est comme une tension, c'est une constante comme une autre. Quand elle est normale, je la note. La douleur, c'est pareil. Quand elle est à 0, je la note. Voilà. Alors je voudrais vraiment encore remercier nos volontaires qui ont eu le courage de venir sur scène et qui ont joué à ce jeu. Donc vraiment bravo à vous toutes et à vous tous. Et je vous souhaite du coup... Nous avons un immense plaisir à accueillir à nouveau Bénédicte Lombard, donc infirmière cadre supérieur. Elle s'est présentée ce matin, je ne vais pas dire toute la suite, vous avez bien compris qu'elle était philosophe. Et Thierry Moreau, infirmier anesthésiste et puériculteur libéral, qui tous les deux vont nous faire une présentation sur toucher, suggérer, distraire, les instruments à orchestrer. C'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc nous allons présenter donc, tous ces instruments à des soignants pour soulager, apaiser et surtout accompagner les enfants lors des soins et lors de leur maladie. Nous savons que la douleur, bien sûr, est un phénomène subjectif et multidimensionnel, mais elle ne se limite pas simplement à une simple sensation physique. Elle comprend plusieurs, bien sûr, dimensions, que ce soit sensorielle, que ce soit émotionnelle, surtout chez les enfants avec la peur, peur des soins, tout ce qui est cognitif aussi, les expériences aussi passées, qui est parfois malheureuses, et surtout le comportemental, on le sait très bien, dans l'observation des échelles, des évaluations, et surtout aussi dans le social, c'est-à-dire tout le contexte de l'entourage aussi, le culturel aussi, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr qu'on a des réponses plurielles, c'est-à-dire en fait des moyens pour mieux prendre en charge bien sûr la douleur, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse. En tout cas, bien sûr que c'est une obligation légale et morale, bien sûr, pour le soignant dans la prise en charge optimale de la douleur, qu'elle soit liée aux soins ou à la maladie. L'article, bien sûr, du 2 mars 2002 le stipule bien. Et aussi des recommandations internationales qui favorisent l'association, bien sûr, des moyens médicamenteux et non médicamenteux, tels que le toucher, le massage, la distraction. D'ailleurs, dans les plans nationaux, ici en France, le deuxième 2002-2005 de Kouchner, on privilégiait bien sûr la douleur de l'enfant, et le troisième plan 2006-2010 de Xavier Bertrand, qui dans leur priorité, en tout cas, c'était d'améliorer les moyens non médicamenteux et non médicamenteux dans ces priorités, en tout cas. Ensuite, ça passe mal, en fait. Oui, ça y est. Je suis en arrière. C'est bon pour toi ? Donc plus l'attention de l'enfant est mobilisée, bien sûr, par une distraction, qu'elle soit sensorielle, qu'elle soit cognitive ou émotionnelle, moins il reste bien sûr d'espace pour la perception de la douleur. Et du coup, on va vous mettre un petit test, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissez, c'est l'attention sélective. Est-ce qu'on peut faire attention à tout ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Donc c'est juste les consignes par rapport à ce petit test, petit film, c'est de compter les passes réalisées par l'équipe des maillots blancs. Donc je vous laisse observer, être attentionné, on doit trouver un chiffre à la fin. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. C'est que vous étiez bien concentrés. Donc maintenant, prêtez plus attention à ce qu'il y a dans le décor. Regardez tout ce qu'il y a vraiment, et vous allez observer sûrement d'autres choses.
Voilà, qu'est-ce que vous voyez apparaître ici, hein? Il y a un gorille qui est en plein milieu, qui est en train de faire des gestes, qui est en train de s'amuser, hein. Voilà, et si on est concentré en fait vraiment sur les passes, à les compter, en fait on le voit pas du tout, hein. Donc ça confirme bien ce qu'on disait avant, c'est que quand on est attentionné sur quelque chose, on n'arrive pas à voir d'autres choses, hein. Qui avait vu l'ours? Alors, je dirais que c'est à peu près la moitié des gens. À peu Ah près. non, là, C'est parce qu'ils étaient moins concentrés, c'est pour ça. Mais c'est vraiment un exemple parfait, hein, d'aveuglement inattentionnel, en fait, hein. Ça illustre magnifiquement que votre perception est guidée par l'attention, hein, et que ce qui n'est pas attendu peut littéralement devenir invisible, en fait, finalement, hein. Et l'attention est focalisée, voilà, sur la tâche qu'on vous a demandé, hein, compter les passes, hein, empêche de percevoir une information et pourtant qui est flagrante ici, hein. Donc voilà, donc bien sûr que ces distractions c'est fait partie bien sûr des outils, hein, qu'on utilise beaucoup bien sûr en pédiatrie, hein, comme on va le voir par la suite, hein. Alors après il y a la concurrence, tu l'as retiré? Ouais. Après bien sûr l'analgésie médicamenteuse et non pharmacologique, hein, comme la distraction, partagent un même objectif, hein, c'est de concurrencer bien sûr la douleur, hein, et du coup en saturant les voies de perception, hein, en mobilisant l'attention qui est ailleurs, ils en réduisent bien sûr l'impact, hein. Et ici on a bien sûr ah oui il n'y a pas le haut en fait dans la famille, hein. Dans la famille donc tout ce qui est moyens non pharmacologiques, hein, on le sait, on va parler bien sûr de distraction, on va parler aussi de toucher, voilà, et aussi bon ce qui est actuel aussi, la réalité virtuelle qui commence aussi à prendre de l'ampleur aussi, hein. Voilà, et puis certains jeux, alors ça peut y avoir des jeux visuels, bien sûr, sur lesquels les enfants sont très attirés par rapport aussi à ce canal sensoriel, et le jeu multidimensionnel aussi, hein, qui est sensoriel, bien sûr. Et en fait, ce jeu, finalement, ça va stimuler plusieurs sens, hein. Il y a l'ouïe, il y a tout ce qui est kinesthésique, il y a aussi l'odeur aussi, hein, et ça, c'est intéressant aussi, hein. Donc voilà, nous on va parler bien sûr de la distraction, voilà, le toucher et de l'hypnose, hein, dans notre présentation. Alors on va vous passer, c'est juste la diapo après, juste un tout petit film, voilà, voir comment fonctionne le toucher, hein, sur la peau, hein. Le toucher, comment ça fonctionne? Le toucher, ou tact, ou encore taction, nous fournit des informations par contact de la peau avec un objet. Il nous permet de percevoir des contacts agréables ou désagréables. Il nous renseigne sur ce qui nous entoure, ce qui est souvent vital. Le toucher est le sens qui se développe en premier chez le fœtus. Il est essentiel pour l'apprentissage des bébés. Il sert également de système d'alarme quand on se brûle, par exemple. Des capteurs, en très grand nombre, sont partout dans la peau, ou épiderme, avec une densité variable selon les zones du corps. L'ensemble forme un véritable système qui contient plusieurs types de récepteurs et corpuscules, dont chacun a un rôle particulier. Les cellules de Merkel réagissent au toucher léger. Les corpuscules de Messner repèrent les frôlements. Les corpuscules de Ruffini sont sensibles aux vibrations et à l'étirement de la peau et des tendons. Les corpuscules de Pacini réagissent à la pression forte. Les corpuscules de Krause, eux, sont sensibles au froid. Enfin, les nocicepteurs sont les récepteurs de la douleur. Ce sont eux qui nous font retirer la main au contact d'une trop forte chaleur. Toutes les informations ainsi recueillies par les récepteurs et corpuscules sont ensuite transmises au cerveau via les fibres nerveuses, puis la moelle épinière. Le cerveau se charge alors de décrypter les informations. On a vu bien sûr tout ce qui est anatomie, physiologie, hein, on voit l'activation des récepteurs sensoriels cutanés, ce qu'on appelle les mécanorécepteurs, hein, mais il n'y a pas que ça, en fait il y a aussi donc, tout ce qui est fait autre par les hormones, la sécrétion d'hormones, en tout 4 hormones. Donc en fait l'ocytocine, la sérotonine, et, les endorphines et la dopamine, et c'est ça qui est intéressant, hein. On sait que l'ocytocine, c'est l'hormone du lien aussi, de la confiance. La sérotonine aussi régule aussi l'humeur, le sommeil. Les endorphines, bien sûr, c'est des antidouleurs naturelles, hein, et dopamine qui assure la motivation et le plaisir.
Et aussi, ce qui est intéressant aussi dans tout ce qui est touché ou massage, hein, ça stimule le parasympathique, hein, c'est-à-dire en fait, ça diminue le rythme cardiaque, ça diminue aussi la pression artérielle et ça favorise bien sûr la détente musculaire. Hein. Donc il y a différents types de toucher. Hein, tu veux la suite? Oui, merci. Donc vous avez déjà le toucher rassurant, hein, c'est tenir la main simplement. Hein. Ça permet aussi à l'enfant d'être aussi rassuré, le fait d'être à côté de lui, bien sûr, serrer la main, ça lui permet aussi de voir aussi dans quel état aussi il est, en fonction aussi, voilà, comment il nous serre la main. Il se limite pas, bien sûr, à un geste. Hein, c'est une communication aussi non verbale qui est assez puissante, hein, qui engage à la fois le corps, le cerveau et le lien. Et vous avez aussi tout ce qui est toucher thérapeutique, hein, qui, voilà, avec le massage, qui agit plus sur les composantes sensorielles. C'est un toucher qui est bien sûr conscient, attentif, hein, bienveillant. Voilà, son but est d'apaiser, voilà, soutenir et accompagner. Voilà, ça peut être des pressions, ça peut être aussi le massage de la main, par exemple, et ça va moduler la douleur, bien sûr. Hein. Voilà, d'autres moyens. Les moyens de contre-stimulation, vous connaissez peut-être le Buzzy. Hein. Le Buzzy qui combine en fait la vibration et le chaud ou le froid, hein, ce qui permet de focaliser l'enfant sur 2 sensations différentes. Hein. C'est un outil de distraction qui est beaucoup utilisé en pédiatrie. Après, ça devient aussi la distraction active si on utilise des petites cartes parce qu'on va lui demander quelque chose. Hein. Donc c'est distrait les voies douloureuses aussi par sa stimulation tactile. Bien sûr, le chaud, le froid, hein, ça a été prouvé dans des vaccinations, hein, sans forcément parler de Buzzy, mais ces 2 sensations, avec du froid en dessous, on fait l'injection, et de l'autre côté, par exemple, les vibrations. Hein. Et après, sur le gel multisensoriel qu'on vous a parlé tout à l'heure. Hein. Après, le toucher soin à l'impondérable, c'est-à-dire réaliser, bien sûr, un examen médical, réaliser un soin, bien sûr, le toucher le plus souvent incontournable, bien sûr, hein. Mais ce contact qui est même technique doit respecter bien sûr les principes d'approche progressive et d'autorisation. On en avait parlé aussi ce matin. Hein. C'est aussi dans la communication, hein, cet art de communiquer qui permet aussi de s'approcher plus de l'enfant, son acceptation aussi. Ce n'est pas parce qu'un soin bien sûr est nécessaire qu'il ne faut peut-être pas être respectueux. Hein. C'est aussi l'éthique pédiatrique bien sûr. Voilà, et donc il est essentiel d'obtenir bien sûr une autorisation préalable, que ce soit explicite, bien sûr, c'est l'accord verbal ou comportemental, et surtout aussi implicite, que ce soit progressif aussi, hein. C'est cet art aussi de communication et de toucher, bien sûr. Et pareil, demander aussi à l'enfant, est-ce que je peux toucher ton bras ou je peux regarder aussi ton bras pour que je puisse mettre le pansement, par exemple, hein. Voilà, cette autorisation, bien sûr, va renforcer la relation de confiance, bien sûr, et la réduction de l'anxiété, du vécu traumatique en fait, de l'enfant. Hein. Bien sûr, on a, comme on l'a expliqué, on a beaucoup de moyens non pharmacologiques et bien sûr, Bénédicte va vous présenter la distraction, hein, qui suit par la suite. Je ne sais pas si tu veux ça. Merci beaucoup Thierry. Alors vous avez compris qu'on était en fait en duo, parce que Thierry, il l'a pas dit parce qu'il est très humble. Mais il est formateur, il est IAD, il est infirmier référent douleur et il est aussi en fait formateur en toucher massage depuis très longtemps. Il est aussi formateur en hypnose. Vous voyez que en fait il incarne déjà à lui tout seul le sujet de notre conférence, c'est-à-dire en fait comment est-ce qu'on peut combiner les choses, et on a trouvé en fait un être vivant qui le fait pour de vrai. Donc voilà, le toucher, le massage, l'hypnose, en fait, c'est Thierry. Et c'était assez évident pour moi de faire du coup cette communication à 2 voix. On vous l'a dit, on va parler distraction, toucher, hypnose. Et donc moi, j'arrive dans la 2e partie pour parler dans la famille distraction. Vous avez vu que tout à l'heure, vous aviez des cartes dans la famille méthode non pharmacologique. Dans la famille distraction, on a les comptines. On peut avoir les bulles qui pourraient arriver en top numéro 1 de ce qui est pas cher et qui marche. Les jouets visuels, les livres, bien sûr. Et puis, en fait, on aurait pu mettre plein d'autres cartes. Mais nous, en fait, ce qu'on veut évoquer aujourd'hui avec vous, c'est quelque chose qui est un petit peu, finalement, et en même temps, vous allez me dire, non, mais en fait, c'est du flan tout ça, parce que ça existe, on le sait, et sauf que personne ne l'a jamais dit.
Donc en fait, nous, on a envie de vous parler de cette approche qui est complémentaire au toucher rassurant et au toucher thérapeutique dont Thierry vous a parlé. Et nous, on vous invite en fait à prendre conscience, en fait, à utiliser en conscience l'association du toucher et de la distraction pour orienter ou saturer l'attention de l'enfant et faire concurrence à la perception de la douleur. Donc en fait, dans la famille du toucher, on est en train de rajouter en fait des petits nouveaux qu'on n'avait jamais nommés de cette manière-là. Pour dire la vérité, donc on retrouve pas en fait cette notion-là écrite de cette manière-là dans la littérature. Sauf dans en fait un papier d'Anna Tadio qui parle d'un truc assez marrant. Elle va faire en fait une analogie, elle va faire en fait une métaphore et elle va parler des petits touchés là en fait comment on va toucher un peu l'enfant et elle fait l'analogie avec les bruits blancs. Vous savez, vous mettez un bruit blanc pour moins entendre des bruits à côté. Donc ça, c'est intéressant quand même d'avoir... mais c'est une ligne, en fait, dans un article, et on retrouve nulle part l'intérêt d'associer, en fait, ces petits touchés avec d'autres choses pour un peu noyer le poisson sensoriel. Et donc, nous, on a osé, on l'a fait, on vous parle du toucher distraction. Donc, le toucher distraction, ça sert à anticiper le toucher soin. Du coup, ça prépare le contact soin. On va vous montrer des petites vidéos qui vous donneront des petits exemples pour les petits, parce qu'effectivement, la distraction, c'est quand même notre cible privilégiée, c'est les moins de 3 ans. Et donc, on va voir comment ce toucher distraction, il peut venir préparer le terrain quand on a une voie veineuse ou quand on a une pose de sonde ou une DRP à faire. Ça vient renforcer évidemment l'effet de la distraction, hein, c'est une action synergique, et ça vient aussi faire concurrence au pic douloureux le cas échéant. Ça sature sensoriellement la sensorialité par le contact et de façon concomitante avec le pic douloureux. Et on regarde ensemble un exemple avec... Petit thé. On peut juste augmenter le son. Porte sur son dos. Sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Et après, regarde, il tourne. Petit escargot, il tourne. On refait. Oh, c'est froid, c'est l'escargot. La bave de l'escargot. On recommence avec l'escargot. Un autre exemple, inspiré des massages magiques. Pareil, on augmente le son. Je descends les petits escaliers. Oh, je veux fermer un volet. Je ferme le deuxième volet. Je fais un bisou à maman. Je fais un bisou à papa. Oh, je m'essuie les pieds sur le paillasson. Oh, je ferme la maison à clé. Et je passe le tuyau d'arrosage. Et là, un autre exemple vidéo où on va trouver un peu l'apothéose de ce toucher distraction. On retrouve à la fois l'anticipation du toucher soin, le renforcement de l'effet de la distraction et la concurrence du pic douloureux. Let's do mine. 1, 2, ready. Let's do mamas. 1, 2, ready. Good. All right. Daddy's got your arms. Whoa, we don't like this. What's that? A 1, a 2, a ready. Good. Yeah. All right. Is it a 1, a 2, a ready? Good. Yes. Okay. Bend it. It's a bend it. It's a bend it. We need tissues. All right. Vous voyez, à Pédiadol, pas besoin de Méopa pour que ça devienne hilarant. Et on continue sur notre lancée puisque, vous vous souvenez, on a dit, on parle du toucher, de la distraction. On a vu chez le petit comment on peut associer les choses. Et maintenant, je vous propose d'aller un petit peu plus loin du côté de l'hypnose. Juste un petit rappel, l'état, en fait, c'est quoi l'hypnose? Bon, beaucoup de gens le savent, hein, mais on le rappelle quand même. C'est un état de conscience modifié, caractérisé par une attention focalisée et une conscience périphérique réduite, avec une forte, en fait, réceptivité aux suggestions.
J'ai mis cette définition parce que justement, on voulait en fait aller vers le sujet des suggestions hypnotiques. C'est ça qui va nous intéresser. C'est les propositions verbales, hein, les images, les métaphores, les consignes qui visent à induire un état de concentration focalisée. Alors, juste pour rappel, hein, en fait, on décrit 3 grandes composantes dans l'hypnose. La première composante, c'est l'absorption, la focalisation de l'attention. La deuxième composante, c'est la dissociation. Et la troisième composante, c'est la suggestibilité. Et là, à nouveau, vous retrouvez en fait la question des suggestions. On se rappelle que l'hypnose est un processus, hein, et du coup, en fait, il va y avoir aussi plein de moments. Et j'insiste là-dessus parce qu'on va voir que le propos du toucher-suggestion, en fait, il va pouvoir intervenir à plusieurs étapes de l'hypnose. Alors, justement, je voulais quand même vous parler d'une étude qui est très mignonne. En fait, cette étude, donc, qui est assez récente, qui date de 2023, en fait, elle a montré que de simples énoncés sémantiques peuvent modifier immédiatement et durablement la perception tactile. En quoi ça consiste ? Le principe de l'étude, c'était de proposer aux participants des suggestions telles que « votre index devient plus gros » ou « votre index devient plus petit ». OK ? Alors, qu'est-ce qui se passait ? Quand on dit aux gens « votre index en état d'hypnose devient plus gros », et en fait, on voit une amélioration de la discrimination tactile. Les participants différenciaient mieux 2 stimuli proches. À l'inverse, quand on disait aux participants « votre index devient plus petit », il y avait une altération de la discrimination tactile et ils distinguaient moins bien les stimuli. Ces phrases ne modifient pas physiquement la taille du doigt, ça tout le monde s'en doute, mais influencent la manière dont le cerveau perçoit et traite les informations sensorielles et tactiles. Alors évidemment, pourquoi ça nous intéresse tout particulièrement ? En gros, on pourrait le dire un peu plus vite, parce que si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens. Donc évidemment, nous qui faisons de l'hypnose et des suggestions, on se doute bien qu'en fait, on peut retourner le principe dans l'autre sens et qu'on peut du coup aller un peu plus vite. Et l'idée, c'est justement en fait, de faire des suggestions en même temps qu'on fait du toucher. On augmente en fait, le poids et la force et l'effet des mots. Et c'est ce qu'on va appeler le toucher-suggestion. À nouveau, quand on regarde la littérature, on ne trouve rien. Personne ne parle de ça. Alors, nous, on est dans l'hypnoanalgésie, l'hypnose dans les soins. Et donc, nous, on touche les gens. On touche les enfants. On l'a vu. Dans les soins, c'est un impondérable. On touche les enfants. Et en fait, quand on fait de l'hypnoanalgésie pédiatrique, on touche aussi beaucoup les enfants de façon assez adaptée. Mais finalement, personne n'a jamais parlé de ça. En fait, ce n'est pas décrit dans la littérature. En pratique, il y a quelques praticiens de l'hypnoanalgésie qui vont parler en fait de ce qu'on va appeler un double lien. Le toucher-suggestion, en fait, ça amplifie l'effet de la suggestion hypnotique. Ça ratifie la suggestion. Ratifier, c'est en fait, c'est vraiment en train de se passer. Et si je suis, par exemple, en train de faire je commence à faire respirer un enfant avec du méopa, et j'ai envie, en fait, de suggérer qu'il va se passer des choses. Il y a des petites paillettes qui se déposent sur ton bras. Tu peux sentir des petites paillettes de détente. Et en fait, on va ratifier la sensation, d'abord parce qu'on sait qu'avec le méopa, on peut avoir ces petites sensations-là. Et on va ratifier en touchant l'enfant et en faisant un petit toucher de suggestion associé avec en fait un effleurement du bout des doigts du bras de l'enfant. Et ça va aider l'enfant à se focaliser. Donc il y a plusieurs en fait objectifs en fait dans le toucher suggestion. Et je vous montre une petite vidéo. Pareil, je pense qu'il faudra augmenter un peu le son pour entendre. Est-ce que ça va si par exemple je te donne la main ? Ouais, c'est bien ça. Et du coup, en fait, ça c'est notre petit signal. À n'importe quel moment, en fait, tu peux me faire signe à ta manière. Ça marche. Et tu fais ça très très bien, très très bien. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai posé ma main là juste au niveau de la nuque. Et puis en fait, on s'aperçoit que regarde, la nuque elle respire en même temps que la respiration. Ça c'est bien, très bien. Voilà. Et tu peux te concentrer, tout simplement, laisser toute l'attention se concentrer sur les mouvements de la respiration et sur le contact de la main. Et ça peut être ici ou ça peut être là. Je ne sais pas si c'est au niveau de la nuque ou au niveau de la main. Mais
en fait, c'est comme si la respiration, elle était en train de parler avec la main ou avec la nuque. Mais plus elle parle. Alors, du coup, je pense qu'on n'a plus trop de temps, c'est ça. Donc ça, c'était un petit exemple de script hypnotique. On aurait pu faire le jeu, mais j'ai un truc parce que hier, il y a des gens qui étaient dans mon atelier. Merci. C'est un truc un peu privé, mais... Et donc, en fait, voilà, vous pourrez retrouver en fait ces exemples de script, parce que ce qu'on avait envie de faire avec Thierry, c'est de vous donner en fait des pistes très concrètes en fait, et des choses que vous pouvez refaire de façon assez facile et utiliser de façon assez simple. Donc, alors là, ça recommence. Bon. En gros, on vous a parlé de choses qu'on connaissait déjà, le toucher massage. On voulait aussi insister sur le merveilleux atelier massage magique que La Roche-Posay propose et toutes les formations qu'ils font, parce que c'est vraiment génial. Il y a des tonnes de vidéos. Donc, par exemple, la petite maison, je fais le tour de ma maison, l'escargot, vous pouvez retrouver voilà, pour réviser un peu. Mais nous, on pense quand même que ce qui est un peu nouveau, c'est de penser les choses comme ça. En fait, on a du toucher soin. Et du coup, en fait, l'idée, c'est d'aller faire concurrence avec le toucher suggestion et le toucher distraction. Tout ça, on savait que ça existait, mais c'est quand même ce qui est un peu original, c'est de pouvoir commencer à penser, d'orchestrer ses approches. Voilà, le toucher, faire de la confusion sensorielle, c'est notre pédiatre qui vaccine. Élargir en fait vos stratégies, vous permettre d'élargir encore un peu plus ce que vous faites d'habitude, en allant un peu plus loin et en conjuguant en fait les actions. Et finalement, de décrire en fait des modes opératoires. On le fait intuitivement, mais on ne le conscientise pas. Et le fait de décrire ces choses-là, eh bien évidemment, on sait que ça améliore les pratiques parce qu'on se dit ah bah ouais, je le faisais déjà. Mais en fait, souvent quand on se dit je le fais déjà, on le conscientise pas. Mais il faut passer à l'étape supérieure de dire je vais faire exprès de le faire la prochaine fois. Et du coup, tout ça, ça permet de mieux s'adapter à la douleur des soins. Et donc voilà, on vous remercie. Bonjour à tous. Donc avec Hélène, on va vous parler d'un projet qu'on a mis en place sur les HAD pédiatriques de la PHP qui s'appelle « Quand la musique s'invite en famille ». Alors juste une petite précision sur ce que c'est l'hospitalisation à domicile pédiatrique. On prend les enfants de la naissance à 18 ans, à la demande souvent des médecins hospitaliers, ce qui permet de diminuer les hospitalisations et surtout les allers-retours pour des suivis à l'hôpital. On a diverses pathologies, des nouveau-nés avec ou sans sonde gastrique, avec lunettes oxygène, des enfants en oncohématologie, des dialyses, des pansements, et bien sûr des enfants polyhandicapés, et on va jusqu'aux soins palliatifs. Donc l'évaluation de la douleur est très importante pour nous. On fait aussi des observations du lien mère-enfant en cas de situation préoccupante. Donc pour nous, soulager la douleur est une de nos préoccupations, qu'on en parle souvent en réflexion d'équipe. Nous avons eu une situation d'une enfant prise en charge en oncohématologie, où on devait lui faire des soins régulièrement, une ponction sur un PAC. Et en fait, cet enfant était terrorisé des soins qu'on devait lui faire. Donc j'ai essayé de faire de la flûte traversière pendant le soin. On avait déjà essayé beaucoup d'autres méthodes de distraction. Ça a très bien fonctionné, mais je me suis rendu compte qu'on n'était pas formé à cette prise en charge autour de la musique. On a pu participer au projet Carte Blanche en 2021 et on a créé un groupe de travail en ce sens. On a constaté du coup que l'anxiété au domicile, elle est quand même assez importante pour les enfants et pour les parents, sachant qu'on est la plupart du temps seul au domicile pour faire les soins. Donc on a essayé de proposer d'autres formes de distraction par le jeu, les mélodies et les sons, puisque notre voix est aussi une belle forme de distraction qu'on n'utilise pas forcément assez. Ça nous a également permis de démocratiser l'utilisation de la musique lors des soins au domicile des enfants et de faire participer les familles en rendant les parents acteurs du soin différemment avec nous pendant les soins. Et bien sûr, en tant que puéricultrice, diminuer l'utilisation des écrans pour des enfants qui parfois ont des soins très réguliers,
pour lesquels du coup l'utilisation des écrans était trop fréquente. La solution qu'on a pu trouver pour notre problématique, c'est d'être formé par une musicothérapeute puéricultrice qui est venue avec nous au domicile afin de voir quelle problématique, de quoi exactement on avait besoin. Et donc, elle nous a proposé, entre autres, une mallette avec des instruments adaptés en fonction de l'âge des enfants qu'on prenait en charge. Alors, pour précision, on n'est pas du tout musicienne dans l'équipe. Il y en a que 2-3, mais voilà, on n'est pas du tout musicienne. Donc, dans cette mallette, on a choisi 1 à 2 instruments pour une visite. Souvent, pour les enfants de 0 à 1 an, on utilise, là, on vous a amené le koshi, qui est une musique assez douce. Pour les bilans sanguins, pour renforcer le lien mère-enfant et aussi observer le développement psychomoteur de l'enfant à cet âge-là. Pour les enfants de 2 à 9 ans, on utilise souvent, vous avez la petite grenouille qu'on appelle le gyro, qu'on gratte le dos avec le bâton qui fait un bruit que les enfants ils aiment bien. Sinon, on a le xylophone, la marionnette aux marionnettes à doigts, où on utilise nos voix à ce moment-là. Pour tout ce qui est bilan sanguin, pansement, de cathéter, où ça permet aussi aux parents de participer. Et pour les enfants de plus de 10 ans, alors pour les adolescents, c'est un peu plus compliqué, mais on a le djembé, qu'ils aiment bien aussi, ou la kalimba. Et ça nous permet d'avoir un lien de confiance avec les soignants et les parents. En image, là sur les images, vous voyez donc un enfant, un nouveau-né avec sa maman, où on utilise le koshi pour voir un peu le développement psychomoteur de l'enfant, surtout la poursuite oculaire. Et sur la deuxième photo, vous voyez une adolescente qui, pendant le soin, joue de la kalimba, où sur le soin, en fait, on pose l'aiguille de Pâques, on fait un bilan sanguin et on administre une chimiothérapie. Donc les enfants sont apaisés, les parents participent et il y a une relation de confiance qui est renforcée. On va vous montrer une vidéo. Sur la vidéo, il y a 4 situations différentes. C'est trop bien. Bon. Je les vois pas. Ils sont cachés. Je sais pas où ils sont, désolée. Donc là, il y a 4 situations différentes. La première situation, c'est une enfant prise en charge en néonatologie. Une grande difficulté d'attachement pour la maman auprès de son bébé, parce que, entre autres, son enfant avait un faciès particulier. La musique, du coup, a permis... ma collègue faisait l'instrument et la maman a limé les ongles de son bébé. Et à une autre visite, la maman avait pu prendre l'instrument pour entrer en contact avec son enfant. La deuxième et la quatrième situation, ce sont des enfants pris en charge en onco-hématologie, donc des soins réguliers, pansement de cathé central, du coup, qui peuvent être longs pour l'enfant, pour les parents et le soignant aussi. Et voilà, du coup, l'instrument fait un peu par la maman, un peu par l'enfant. Et sur la dernière vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, l'enfant avait des marionnettes à doigts également, pendant que la maman faisait le xylophone. La vidéo du milieu, du coup, c'est une enfant polyhandicapée. On a des maracas à doigts, voilà, donc que l'enfant peut mettre sur son doigt et faire en même temps que pendant cette visite, il y avait le rire médecin. Donc être aussi, elle, actrice pendant la visite.
Nous avons fait des questionnaires pour évaluer notre méthode auprès des enfants, des parents et des soignants. Pour les enfants, on a utilisé l'échelle du visage parce qu'en fait, on a quand même une grande diversité d'âge. Et donc, le bénéfice est positif. Cette méthode permet l'adhésion avant le soin et diminue la sensation de douleur perçue par l'enfant pendant le soin. Le retour des parents sur les questionnaires montre qu'il y a 80% des parents qui retrouvent une place plus active dans la prise en charge, qui est plus dans la participation, autre que tout ce qui est thérapeutique par rapport à la maladie de leur enfant. Pour eux, c'est la possibilité de participer à un vrai plus, car cela leur permet d'être plus acteurs dans les soins et auprès de leur enfant. Et on a pu remarquer que certains parents qui étaient musiciens, qui avaient laissé ce côté-là à part lors de la maladie, ressortaient leur instrument pour leur enfant, et ça passait une bonne complicité entre leur enfant, le soignant et aussi le parent. Le retour des questionnaires pour les soignants est un impact plutôt positif au domicile, surtout avant le soin. Cela apporte de la gaieté, il y a de l'apaisement, de la détente, avec une meilleure adhésion des parents et de l'enfant. Et la diminution surtout de la douleur perçue par l'enfant. On a pu avoir l'expérience où un enfant, pour une voie d'abord centrale, où on était obligé de faire les soins avec du myopa, le fait d'utiliser la musique au fil de quelques semaines, on n'utilisait plus de myopa, on utilisait juste les sons de la voix et la musique. En tant que puéricultrice, du coup, pour nous, ça nous a permis vraiment des échanges différents avec les parents et les enfants, du coup, d'essayer les instruments au domicile, permettre, du coup, les découvertes culturelles pour l'enfant et les parents. L'investissement, du coup, on l'a déjà dit pour les parents lors du soin, diminuer l'anxiété et l'appréhension. Et c'est très gratifiant pour nous dans notre quotidien. En tout cas, c'est un bénéfice, du coup, pour chacun, l'enfant, l'entourage et les soignants. Donc la musique, la famille participe et la musique rassemble. Merci à vous. Mathieu va nous parler pas tellement de la méthodologie pour diminuer la douleur de ce soin, même si sans doute il l'évoquera, mais surtout de comment organiser, comment coordonner, comment se centrer sur le bien-être de l'enfant entre professionnels pour arriver à ce que, justement, comme c'est écrit, le soin réussisse dans de bonnes conditions. Merci Mathieu. Mathieu est médecin MPR. Mathieu Robert est médecin pédiatre et très impliqué dans la médecine physique et réadaptation dans la région de Strasbourg. Exactement. Bon, bonjour à tous. Du coup, merci pour la présentation. Donc, en effet, je suis pédiatre en Alsace et je vais vous présenter un diapo qui est largement issu du travail de mémoire que j'avais fait l'année dernière parce que j'ai passé le super DU de la douleur de l'enfant à Trousseau. Alors, juste pour que j'ai une idée, parce que voilà, pédiadol, j'y étais l'année dernière, j'y étais cette année. Dans la salle, quand je dis toxine botulique, qui a déjà vu faire ou fait ou participé à... Ah, quand même beaucoup plus que ce que j'imaginais, mais c'est chouette. Donc pour les bien 60% qui ne levaient pas la main, des petits rappels sur la toxine. Donc, le but de la toxine, c'est des injections qu'on fait dans les muscles, souvent des enfants, à partir de 2 ans, et ça lutte contre l'hypertonie musculaire. Vous avez tous peut-être déjà vu dans la rue des gens qui ont des lésions neurologiques et qui ont des membres un peu raides et parfois dans des positions pas tout à fait classiques. La toxine, ça sert à lutter contre ça. Hélas, encore aujourd'hui, ça reste quelque chose qu'on utilise beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément d'alternatives, même s'il y a des solutions pharmacologiques et chirurgicales qui apparaissent, ça reste, on a un arsenal qui n'est pas si étendu que ça. Autre chose qui peut compliquer parfois l'usage de la toxine, c'est quelque chose qui agit quelques mois, généralement entre 3 et 6 mois, donc c'est quelque chose qu'on a tendance à répéter tout au long de la croissance de l'enfant. Et quand vous avez un enfant, ça veut dire qu'il sait un peu que c'est des échéances régulières et il y aura une appréhension, un rappel de comment ça s'est passé. Donc tout l'intérêt que ça se passe bien aussi la première fois. Troisième chose, c'est des objectifs majoritairement fonctionnels. Donc c'est des enfants qui certes ont une pathologie, souvent neurologique, mais c'est des enfants qui
on va dire, vont bien. C'est pas un geste vital. Pour certains, ça peut lutter contre des douleurs, mais souvent, c'est un jeune qui a la main fermée depuis la naissance et lui, finalement, sa main, il l'accepte bien comme ça. Souvent, c'est des objectifs aussi des parents et de l'entourage et pas forcément celui de l'enfant. Ça rejoint un peu la discussion philosophique de ce matin sur le consentement assez largement. Je me suis retrouvé dans pas mal de choses. Donc, en pratique, les difficultés, là à gauche, vous avez un schéma d'une jambe. Dans les toxines chez l'enfant, c'est en majorité le membre inférieur. Et là, vous voyez les muscles classiques qu'on injecte sur une jambe. Donc là, il n'y en a qu'une. Parfois, c'est les deux. Alors, on ne fait pas toujours toutes les cibles, mais vous voyez que c'est il y a plusieurs piqûres. Et voilà, c'est pas toujours sympa. En plus, on a des petits. C'est une aiguille un peu bizarre. Elle est reliée à une machine. C'est une aiguille qui fait du bruit. Elle crépite. Elle est reliée à un EMG. Parfois, elle envoie même un peu d'électricité. C'est encore moins sympa. Maintenant, de plus en plus, on essaye d'utiliser l'échographie pour pas avoir besoin de stimuler les muscles ou faire moins de bruit. Mais voilà, toutes les équipes ne le font pas. Et enfin, la dernière difficulté, et probablement la plus importante, c'est le public à qui c'est destiné. Ça reste des enfants avec souvent des lésions neurologiques. Alors, qui dit lésions neurologiques ne veut pas forcément dire déficience intellectuelle ou autisme, mais c'est comme des choses qui sont surreprésentées, et c'est quand même des jeunes qui généralement se font littéralement bouffer par leurs émotions, qui ont beaucoup de mal à sortir de leurs appréhensions, et que quand ils commencent à être paniqués, un peu moins accessibles à la réassurance, en tout cas par le langage. Donc en bref, un soin qui est encore assez indispensable, et c'est pas pour rien que Sparadrap s'est pas trompé, ils ont fait leur propre brochure pour ce soin, même si c'est pas celui-là que tout le monde connaît forcément. Alors moi, qu'est-ce que j'avais fait pendant mon mémoire ? Moi, il se trouve que je suis arrivée en Alsace à une époque assez particulière. Donc l'Alsace, voilà, c'est pas la Bretagne, c'est de l'autre côté, mais c'est aussi très sympa. Donc moi j'ai fait mon internat à Strasbourg, c'est le point rouge au milieu, et les points bleus c'était les endroits où on faisait de la toxine historiquement sur les dernières années. Il se trouve que quand moi j'ai commencé, tous les points bleus, les endroits où on faisait la toxine, ça s'est arrêté. Et du coup, on a eu beaucoup plus de patients qui sont arrivés à Strasbourg. Donc vous voyez que les points bleus tout en bas, ça leur fait à peu près 2 heures de route pour vous dire. Donc ils arrivaient dans des états pas possibles. Et en plus, on va dire que c'était déjà une activité gérée parfois à l'ancienne, on va dire, où la douleur était en tout cas pas le maître critère pour dire que ça s'était bien passé ou pas. Donc moi, mon objectif, c'était que les injections se passent mieux, en gros, qu'elles induisent moins de traumatisme. Et pour la méthode que j'avais utilisée, j'avais pas beaucoup de moyens, mais finalement, des bonnes idées, il y en avait déjà un peu partout pour d'autres soins, et faire un peu ce qui marche en fonction des endroits. Tac. Alors, sur quoi on s'est basé ? Un triptyque bien connu, depuis ce matin, c'est un peu les mêmes choses qu'on redit, mais c'est la base. Voilà, pour une antalgie réussie, il y a les moyens non médicamenteux avec les distractions, le VACOG, la cryoanalgésie, la présence des parents, avoir un meilleur environnement. Il y a bien sûr les moyens médicamenteux, la course aux médicaments, on l'a aussi un petit peu. Alors le méopa, à mon sens, c'est la base, mais il n'y a pas que ça, faut les associer, il y a des prémédications. On peut avoir recours à des sédations et des anesthésies. Et enfin, le rond qu'on oublie trop souvent, c'est l'évaluation, parce que, comme dit, c'est bien beau de se dire ouais, ça allait, il avait un peu mal, c'était souvent ça qui traînait dans les dossiers avant, mais prendre l'avis de l'enfant, prendre l'avis des parents, noter aussi tout ce qui est contention, savoir s'il y avait une personne, si la contention elle était douce, plutôt assez forte. Tout ça, c'est des marqueurs qui vraiment guident. Et alors, c'était un peu ça le cœur de mon travail. C'est qu'en fait, ce triptyque, il demande un autre triptyque. C'est les soignants, les docteurs et les parents. Et ça, c'est le triptyque. En fait, on pourrait croire que les sédations, c'est que l'affaire du docteur, la distraction, c'est que l'affaire des parents, mais en fait, que nenni. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. En fait, tout le monde doit être impliqué un peu partout. Le méopa, ça sert à rien que le docteur, bête et méchant, l'applique sur la bouche, sur un enfant qui veut pas du masque et qui commence à hurler. Il faut que les parents soient avec, il faut que la soignante l'ait présenté un peu avant.
Les prémédications, c'est bien beau d'en parler, mais il faut prendre le temps pour les médecins de les prescrire, les parents qui prennent le temps de les donner ou de les appliquer, les soignantes parfois de les expliquer quand les enfants ont des suivis. Les sédations, idem, ça se prépare. La distraction, à mon sens, c'est le rôle de tous. Je rebondis là tout de suite sur le toucher, le toucher. C'est vrai que moi, je l'utilise énormément, mais sans m'être jamais posé la question de s'il y avait des preuves ou pas. Mais voilà, qu'on soit l'acteur ou qu'on soit juste assistant au geste, dans tous les cas, c'est quelque chose d'utile. La présence parentale, bien sûr, c'est le fait des parents, mais je veux dire, elle doit être encouragée par les professionnels de santé, qu'ils soient infirmières, auxiliaires, médecins, et bien sûr, tout ça, ça se combine. Et enfin, l'évaluation, ça aussi, c'est pas que... pour moi, elle est aussi multidimensionnelle, et on doit prendre un peu l'avis de tout le monde, parce que très souvent, les toxines, ça reste un geste qui peut être traumatisant pour les enfants, mais aussi pour les parents. Les obstacles rencontrés avec tout ça, déjà, alors, le premier, c'est le préjugé sur le handicap. Parfois, quand il y a des handicaps sévères, et c'est un préjugé qui n'est pas que... qui est vraiment de tout le monde, des médecins, des soignantes et des parents, parfois. Parfois, on a des handicaps sévères et on se dit « Oh, vraiment, pour lui, est-ce que vraiment il faut faire tout ça ? Il n'a pas l'air de trop réagir. » Donc ça, c'est... Alors, ça nous... Bien sûr, ça nous propulse dans une dimension éthique qui dépasse largement ma brève présentation de 10 minutes. Autre obstacle, c'est parfois la banalisation du geste. On va quand même pas faire tout ça pour juste 2 piqûres. Alors c'est vrai que déballer l'EMLA, sortir le masque de Méopa, sortir les compresses, donner une prémédication, sortir le truc à bulles. Oh, Mathieu est sous la clé, là je l'ai perdu, il est chez Christine. C'est vrai que parfois on n'a pas toujours envie, mais à mon sens ça fait partie du jeu. Le manque de temps, bien sûr, vous êtes tous des professionnels de santé ou en lien avec des professionnels de santé, donc ça c'est hélas c'est un lieu commun. Mais voilà, les prémédications, c'est des enfants qu'il faut voir en consultation. Donc ça prend du temps et médical et de secrétariat. Les parents, ils doivent le récupérer en pharmacie, ils doivent prendre le temps de regarder le schéma et de tout mettre. Et il faut le mettre au bon moment parce que la prémédication, si on donne un peu d'Atarax avant, mais que c'est donné 5 minutes avant dans la salle d'attente, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que ce soit un bon timing. Ça veut aussi dire pas trop surcharger les plannings pour être sûr d'être à peu près à l'heure et de ne pas commencer 2h30 en retard, ce qui n'est pas toujours évident. Parfois, il y a aussi la comparaison à d'autres populations. Alors moi, du coup, maintenant, j'interviens dans plusieurs hôpitaux et il y a des hôpitaux où ils font enfants et adultes. Et alors là, Christine, en bonne alsacienne, disait « Yo, mais Mathieu, tu devrais voir comment ça se passe chez les adultes !» Parce que oui, en effet, chez les adultes, les plannings, ils sont un peu plus remplis. On ne prend pas forcément tout ce temps-là à faire, mais il ne faut pas oublier que la pédiatrie, c'est un exercice particulier. Et enfin, l'obstacle qui me gêne quelque part le plus et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est que parfois, ces jeunes qui ont des maladies chroniques et qui ont des parcours franchement compliqués avec des chirurgies, des plâtres, des injections, des médicaments, de la kiné pluri-hebdomadaire, il y a une héroïfication, une héroïsation, ce qui peut être parfois délétère. Pas toujours, bien sûr, je veux dire. On connaît tous le sourire de petit Nathan quand il a été courageux pour sa suture et qu'il reçoit sa médaille ou son petit diplôme. Mais parfois, on tombe dans un versant un peu délétère. Il est dur au mal, il est dur à la douleur, il est habitué à se battre. Oh docteur, rassurez-vous, ça c'est rien pour lui. Il est fort, mon garçon. Et ça, pour illustrer ce dernier point, alors si vous regardez si vous tapez Google héros, maladie neurologique, vous avez des mots-clés, vous allez tomber sur toute une chose. Il y a même les Cerebral Palsy Warriors aux États-Unis, qui est une association. Et une bonne illustration de ça, alors nous on fait à peu près 300 à 400 injections par an, donc on a pas mal de données. Mais c'est vrai que quand on regarde les enfants qui ont des parcours assez lourds
de rééducation avec des chirurgies, des plâtres, des incisions et un parcours avec pas mal de douleurs orthopédiques. On voyait que finalement, l'évaluation de la douleur qu'on a habituellement avec la note donnée par l'enfant qui dépasse un petit peu celle du parent, qui dépasse un petit peu, voire parfois largement celle du soignant, est parfois inversée dans ces populations-là où on a vraiment des enfants qui, eux, continuent d'avoir mal, des soignants qui, comme souvent, ont tendance à un peu sous-évaluer et des parents qui parfois sous-évaluent un peu plus. C'est dommage, c'est comme ça, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Voilà. J'étais un peu rapide, alors, mais c'était fini. On vient vous parler donc d'une séance pour s'éveiller à l'auto-hypnose. Après, on s'est rendu compte, on s'est dit, on n'a pas présenté l'hypnose, mais bon, Bénédicte Lombard l'a fait pour nous juste avant, donc on est très contente. On se doute bien que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'hypnose. On se doute bien qu'il y en a beaucoup qui pratiquent l'éducation thérapeutique. Et donc, nous, on va vous présenter le projet qu'on a créé grâce à l'équipe de gastropédiatrie du CHU de Lyon pour relier les deux en éducation thérapeutique. Et pour faire ça, on va vous proposer un petit jeu de projection. On a joué tout à l'heure, on rejoue pour finir, de se projeter ensemble. En fait, vous n'êtes pas un amphi, mais vous êtes quelques patients, quelques participants, 2 à 4, et ça nous arrange. Donc, vous êtes suivis par cette équipe de gastropédiatrie. Vous avez une pathologie chronique qui est la maladie inflammatoire chronique intestinale, donc qui fait globalement très mal au ventre et avec un long parcours de douleur. Et cette séance, elle doit durer 2 heures, mais on va tellement s'amuser, être ensemble, que vous aurez l'impression que ça dure que 10 minutes. Pendant ce temps-là, vos parents seront en association de patients dans un temps pour eux. Alors bien sûr, vous avez commencé, comme tout patient pour un parcours d'éducation thérapeutique, par un bilan éducatif partagé. Et on a la chance, nous, d'avoir des chouettes collègues en gastro, une coordinatrice notamment, qui va vous présenter cette possibilité d'intégrer l'atelier d'éducation à l'auto-hypnose, d'éveil à l'auto-hypnose. Donc on a commencé cet atelier le 15 mai. On avait 4 patients prévus initialement, et il y en a 2 qui ne sont pas venus. Ça s'est un peu reproduit en juin, on avait un peu plus de patients, on devait en avoir 6 et finalement 4. Et puis le 16 octobre, c'était une journée dédiée, comme vous avez vu sur la petite affiche juste avant, c'était une journée dédiée à l'ETP, vous veniez exprès pour ça. Et effectivement, on a eu malgré tout quelques désistements. Dans ce bilan d'éducation partagé, vous n'avez pas forcément d'expérience en hypnose, ou en tout cas pas forcément l'impression d'avoir déjà eu des soins en hypnose. Et pourtant, cette séance, elle va vous permettre d'exprimer votre ressenti sur sur votre expérience en hypnose, vous apprendre progressivement à créer votre lieu sûr, créer un rituel aussi propice aux séances et des outils qui permettent l'ancrage des séances d'auto-hypnose. Et expérimenter votre première séance d'auto-hypnose avec nous. Donc on leur a demandé, à ces jeunes, on vous demande donc quels sont les mots pour vous qui représentent l'hypnose. On a eu beaucoup de choses, on a eu l'idée de s'apaiser, on nous a parlé d'hypnose médicale, de la relaxation, le calme, peut-être être un peu dans sa bulle. Et de là, on a ressorti qu'on avait envie de savoir pour vous, qu'est-ce que c'était l'hypnose, parce que c'est toujours important de partir des représentations des patients, vous le savez. Et ça nous a amené à... On a donc, pour vous, parfois, certains enfants nous disaient qu'il y avait d'autres formes d'hypnose dont ils avaient entendu, d'hypnose où c'était un divertissement, peut-être on allait nous faire des choses dont on ne voulait pas faire, des choses où on n'était pas d'accord en fait finalement. Et cette hypnose, on la connaît, c'est cette hypnose spectacle qui fait défaut et qui permet dans ce temps-là qu'on puisse la déconstruire, cette idée-là. Ok, nous il y a plusieurs types d'hypnose, dont on pratique celle d'hypnose médicale. Et ici, tout le monde choisit d'être en hypnose et fait selon sa volonté. Puis on leur a demandé, mais pourquoi on ferait de l'hypnose en fait ? C'est quoi le but ? Alors on nous a dit, peut-être pour mon stress, quand je passe des examens, quand je viens à l'hôpital, l'anxiété, quand je me suis disputée avec les copains, ça pourrait peut-être m'aider. Et ce qui était intéressant, c'est de se dire, il y a très peu d'enfants qui nous ont dit pour la douleur. Il a fallu qu'on aille chercher l'info, de dire, ah mais tiens, quand tu viens à l'hôpital...
Peut-être tu as des soins. Ah bah oui, oui bien sûr, les prises de sang. Mais ça n'a pas été quelque chose d'immédiat. C'est ça qui était assez intéressant. Ou pour les douleurs du ventre. Ah tiens, c'est vrai, je pourrais faire l'hypnose à la maison. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un. Ça, c'était quelque chose qui était assez nouveau. L'idée, c'était de dire, ah bah tiens, peut-être que l'hypnose, ça peut m'aider au quotidien pour ce que la maladie fait vivre, mais pas seulement. Et alors, quand et comment est-ce qu'on pratique l'hypnose? Alors, ça nous est tous arrivé, ça vous est tous arrivé, peut-être en classe, peut-être en amphithéâtre, en congrès, à regarder un peu dans le vague, elle parle calmement, c'est la fin de la journée, presque. Ou pendant la digestion. En tout cas, on pratique l'hypnose de façon assez spontanée. Et il y a plusieurs moments dans le quotidien où l'hypnose se fait sans qu'on s'en rende compte. L'image de l'école avec les enfants, ça marche bien quand même. Et puis on leur a demandé, tiens, peut-être il y a des choses, il y a des trucs, il y a des tips pour faciliter mon entrée dans la séance. Qu'est-ce que ce serait? Ça pourrait être, déjà on nous a nommé ce qu'a nommé Bénédicte tout à l'heure, la focalisation de l'attention. C'était étonnant de dire, peut-être si je focalise mon attention, peut-être quand je fixe la télé ou que je suis sur mon portable, je suis déjà un petit peu ailleurs. Et nous, on a fait une proposition de 4 focalisations pour aider. Vous savez, en fonction du VACOG, on leur a proposé soit de fixer un point, peut-être écouter une musique, sentir une odeur ou ressentir la respiration. Parce que finalement, l'utilisation, on le sait, de certains sens, vu qu'on a tous 1 ou 2 sens privilégiés, va peut-être nous permettre de rentrer encore plus facilement dans notre séance. Et il y a des sens qui me correspondent plus que d'autres. Ok, mais où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est lorsqu'on est une hypnose? Alors on est à la fois ici, ailleurs. Il faudrait définir un lieu qui serait quand même agréable, qui n'appartient qu'à soi, un lieu où on se sent bien, en sécurité. Et c'est ce moment où on propose de dessiner ou d'écrire, pour ceux qui sont moins à l'aise au dessin, mais d'ancrer quelque chose dans faire faire avec les mains, le kinesthésique, et faire faire aussi avec son imagination. Et de proposer, si les enfants le veulent, de le partager avec le reste du groupe. Par exemple, Magali, tu voudrais nous partager ton lieu sûr? C'est mon dessin, j'espère que vous appréciez mes talents d'artiste. C'est quelque chose en fait qu'on fait dans le groupe. On fait en même temps que les enfants. Pourquoi? Parce que déjà ça crée du lien. Et puis on livre un petit peu de nous, c'est-à-dire que là, moi mon endroit, c'est un appartement très confortable avec du parquet par terre, des Velux, de l'air qui passe, la mer, et puis un bon canapé avec un plaid et un feu de cheminée. Et on se rend compte que tous les enfants acceptaient en fait de partager le dessin avec nous et de le dire à l'oral. Finalement, ça ancrait encore plus cette projection d'eux sur ce lieu sûr. Après, on expérimente une séance guidée, c'est-à-dire qu'on leur fait faire l'exercice en groupe sur le lieu qu'ils ont visualisé, c'est-à-dire qu'ils ont rendu palpable. Et puis, après le retour d'une première séance, des fois un peu fatigante, on repart directement, c'est-à-dire on ne laisse pas beaucoup de temps, et vous le savez quand on fait, ou vous ne le savez peut-être pas, 2 transes successives, la deuxième est plus profonde. Donc on leur propose de tout de suite se remettre en condition, de rechoisir à nouveau leur focalisation et de repartir pour voir qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils le font seuls. Pour les accompagner durant la séance de TP, on leur propose un carnet de ressources, un carnet palpable aussi écrit pour soutenir leur future pratique, dans lequel ils vont noter de façon très personnelle quel est leur objectif à eux pour faire de l'hypnose, quel est le moment, le lieu, quels seront les repères dans la pièce et quelles sont leurs focalisations, leurs aides pour y aller. Dans ce carnet, il y a aussi ce qu'on a appelé mes séances de plongée en auto-hypnose, un peu comme lorsqu'on va en plongée, on rapporte qu'on a vu beaucoup de poissons très colorés, lesquels? Est-ce qu'on aura eu la chance de voir une tortue? Comment ça s'est passé finalement cette séance d'auto-hypnose? Quelles sont les choses qui ont aidé? Combien de temps ça a duré? Pour aider en fait finalement à ce que les choses se reproduisent. Le remplissage du carnet, c'est quelque chose, on se disait peut-être ça va être délicat, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce que vous allez réussir à noter les petits détails? Et finalement, on a eu tout de suite beaucoup de détails de « Ah tiens, moi l'objectif, je le vois bien pour avoir moins de stress, parce que quand même je suis quelqu'un d'assez stressé, pour me détendre. » Ils ont identifié assez rapidement les moments de la journée propices pour eux. « Oh ben moi ça va être dans le bus, non ben moi plutôt le soir quand je suis tranquille, parce que j'ai une chambre seule. » Donc ça a été quelque chose d'assez aidant pour eux.
Et puis, il y en a même qui nous ont mis, rajouté des petits tips de dire moi, j'ai bien envie de mettre qu'il faut que je pense à ma respiration. Et quand je suis dans le lieu, il faut que je rajoute des détails, il faut que je pense aux couleurs, il faut que je pense au bruit, aux sensations. Tout ça pour vous dire que cette découverte, cette appropriation de l'auto-hypnose pour les patients porteurs de maladies chroniques, c'est quelque chose qu'on utilise, dont on est très content d'utiliser en groupe. C'était une des questions de notre propos. Pourquoi la pratique en groupe dans quelque chose de très intime? Et bien en fait, on se rend compte que dans l'ancrage, dans le fait d'être en confiance, de pouvoir se transmettre les uns les autres, comme on le voit dans les groupes de TP, et ben on le retrouve qui potentialise l'envie de faire de l'auto-hypnose et la facilité finalement de réentrer en auto-hypnose. L'intérêt de quoi, comme dans l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est vous redonner les clés. Une des réflexions à la base de ce travail, c'était de dire, vous savez, vous êtes tous soignants dans les services, de temps en temps, vous avez des patients qui reviennent, des chroniques, ou qui viennent de temps en temps et qui vous ont identifié comme personne ressource. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas là le jour J? Donc on s'est dit, là, si on redonne les clés et qu'on leur apprend à faire des choses pour eux, c'est tout bénéfice, parce que par l'auto-hypnose et le TP, on est dans l'auto-soin, puisque en hypnose, on prend soin de soi, et puis on acquiert une nouvelle compétence. À l'avenir, c'est sûr, Et à l'avenir, on aimerait que cette séance, elle puisse suivre avec d'autres séances, parce que pour l'instant, on les voit qu'une seule fois, ces patients. On leur propose systématiquement d'être disponibles le jour où ils reviendraient en hospitalisation pour réancrer, reparler de l'auto-hypnose et à l'avenir pouvoir proposer ça à d'autres enfants dans d'autres pathologies. On remercie beaucoup l'équipe de gastropédiatrie qui a permis ce truc et à vous pour votre écoute. Merci. Et comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous avons appris que quand nous faisons « Je fais le tour de ma maison », eh bien, nous faisons un toucher-soin et qu'ensuite, on pourra piquer les bébés sans qu'ils ne sentent rien. Je résume. On a place maintenant pour des échanges parce que je crois effectivement que les équipes suivantes, chacune à sa manière, ont évoqué cette façon de suggérer, toucher. Alors, on a d'ailleurs une question sur qu'est-ce que c'est qui est applicable dans ce que vous nous dites chez l'adulte. Alors, peut-être ceux qui ont parlé là, du toucher-soin pourraient dire leur opinion là-dessus. Qu'est-ce qui est applicable chez l'adulte? Oui. Oui, non, mais évidemment. Enfin, en vrai, j'ai un peu déstabilisée par la question. Non, mais en fait, qu'est-ce qui empêcherait ça? Je pense que c'est intéressant qu'on se pose la question. Ça voudrait dire qu'on peut s'autoriser à faire des trucs sur l'enfant et qu'on ne s'autoriserait pas à faire des choses sur l'adulte. Ça voudrait dire que du coup, il y a une espèce de passe-droit, du toucher sur l'enfant. Donc c'est ça qui est génial, en fait. Ta question est géniale, même si elle m'a déstabilisée. Ah, c'est quelqu'un qui a posé la question. Ok, donc la personne qui a posé la question, bonjour à tous les distanciels. Et du coup, c'est vrai que c'est une bonne et vraie question. Et en réalité, je pense que cette attention-là, il faut qu'elle soit tout le temps en continuum. Quand on touche un enfant, je pense qu'on a un accès trop rapide et trop direct au corps de l'enfant. Ce matin, il y a quelqu'un qui a dit, en fait, il y a 10 ans, les enfants, ils prêtent leur corps assez facilement. Mais je pense que les adultes, en fait, ils chopent le corps de l'enfant trop rapidement. Et je veux le dire autrement, mais aujourd'hui, on sait, on n'oblige plus un enfant à aller faire le bisou à la grand-mère. Et ça, je pense que ça y est, ça commence à avancer. Mais nous, dans nos soins, comment on peut penser ce toucher-là? Et si on pense que c'est différent entre l'adulte et l'enfant, c'est qu'on pense qu'on peut faire des trucs chez l'enfant qu'on ne ferait pas chez l'adulte. Et c'est en fait bien là la question. Alors, moi, je l'ai lu autrement. La question, je l'ai lue autrement. Je pense qu'en fait, c'est est-ce que quand on innove, qu'on crée chez l'enfant, est-ce qu'on peut se permettre de faire ça chez l'adulte? Parce que moi, qui suis passée maintenant chez l'adulte, je me rends compte qu'on ne s'autorise pas à jouer
à créer, à divertir et à distraire. Et j'aurais plutôt envie de dire ça, c'est-à-dire que le toucher soin, évidemment qu'on va demander l'autorisation à l'enfant comme à l'adulte, mais en fait, il faut se permettre d'aborder l'adulte, et là je parle particulièrement aux soignants qui sont en service mixte, où c'est extrêmement difficile de soigner de 0 à 95 ans, avec une conviction aussi importante du tout petit que de la personne âgée. Et du coup, moi je l'ai lu parce que je suis passée depuis 18 mois chez l'adulte avec « Est-ce que je peux m'autoriser à utiliser ces approches chez l'adulte ?» Et on va vous dire oui, un vrai oui. Est-ce que parmi les autres intervenants, évidemment, il y a des choses qui seraient plus facilement transmissibles nous, au pour monde des adultes? Pour la musique, finalement, pour les tout petits bébés, pour la première vidéo qu'on a faite, on passe quand même par le parent pour faire l'enfant, enfin, pour donner l'enfant la musique. Et du coup, par exemple, pour les bilans sanguins, on propose aux parents de prendre la kalimba, et c'est lui qui fait l'instrument pendant que nous, on fait le soin. Donc finalement, même si ce n'est pas l'adulte qui a le soin, voilà, ça peut passer aussi comme ça. Je ne sais pas si ça marche, si. Et alors nous, dans ma petite expérience, je ne dis pas que ça se passe mieux en pédiatrie, mais c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes adultes. Alors moi, j'en vois pas des très vieux non plus, donc pour moi, un très vieux, c'est plus de 25 ans. Désolé, à 90% de la salle, je suis dedans aussi. Mais c'est vrai qu'on a souvent des jeunes adultes qui reviennent nous voir en pédiatrie en disant est-ce qu'on pourrait refaire ici, ça se passait quand même mieux. Les parents aussi de temps en temps, alors on s'arrange. Mais c'est vrai qu'à mon sens, c'est vrai que même si on a 18 ans, 20 ans, et probablement que même à 30 ans, ça fait du bien de voir des bulles, ça fait du bien de se permettre des choses. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre un frein avec l'âge, en tout cas c'est ma vision. Je crois que ce serait plutôt nous, du côté des soignants, qui nous mettons des barrages. Bien sûr, il y a la question du toucher, du consentement, mais voilà, s'autoriser à jouer, à être créatif, à faire de la musique, oui. Ce qu'on remarque, nous, au niveau des correspondants douleurs, parce qu'il y a des correspondants douleurs pédiatriques et des correspondants douleurs adultes, on sent que ce qui anime beaucoup les correspondants douleurs pédiatriques, c'est cette ludicité, c'est le fait de se retrouver autour de la chanson. Mais c'est dingue comme métier, vous venez, vous chantez, vous jouez, vous faites des événements ensemble. C'est pour faire la fête à la douleur, certes, mais faire la fête d'une certaine manière. Et on sent que ça anime aussi ce dont on a besoin, je pense, en tant que soignant, c'est de renouveau, et puis voilà, c'est lourd tout ce poids de la maladie, tout ce poids de la douleur. Et donc même pour nous, je pense, pour animer les groupes, on sent que c'est peut-être ce qui manquerait, c'est un peu de cette distraction aussi pour nous. Donc on va peut-être tous s'inviter les uns les autres à voilà, laisser libre cours un petit peu à notre imagination dans ce domaine. En particulier pour les grands enfants, les grands adolescents qui vont poser un peu le même genre de difficultés peut-être. Je n'ai pas vu de questions de doigts qui se lèvent dans la salle, et je crois que il nous faut maintenant interrompre la session pour aller à la pause café. Et vous avez bien sûr les exposants qui vous attendent.